Le Royaume du Maroc célébrera le 6 novembre prochain un événement historique, le 50e anniversaire de la glorieuse Marche verte. La Marche verte a permis le recouvrement de l'intégrité territoriale du Royaume et le retour du Sahara marocain à la mère patrie, au terme de négociations avec la puissance occupante, conformément à la Charte des Nations Unies et au droit international. Ce moment n'a pas seulement clos une page de l'histoire coloniale, il a ouvert celle d'un avenir de paix, de stabilité et de développement. Monsieur le Président, comme chaque année, la question du Sahara marocain a suscité ces derniers jours un débat nourri. Nous nous réjouissons du soutien renouvelé par la majorité de plus en plus large des délégations en faveur de la solution d'autonomie sous souveraineté marocaine. Parallèlement, nous déplorons les déclarations surannées de certains États membres dont les positions sont en décalage total avec les efforts du Conseil de sécurité pour parvenir à une solution politique réaliste et fondée sur le compromis, afin de mettre un terme à ce différend qui perdure depuis plus d'un demi-siècle. À ceux-là qui, par dogmatisme, s'entêtent à ressasser des positions passéistes, nous leur disons « Le Sahara est marocain depuis les temps immémoriaux. Un Sahara qui a écrit l'histoire du royaume à travers les siècles. Un Sahara qui s'est approprié son avenir avec détermination et optimisme, et ce jusqu'à la fin des temps. Un Sahara qui incarne aujourd'hui une terre d'union, de paix et de progrès inclusif. À ceux qui contestent cette évidence, nous opposons des réalités et des résultats. Loin des discours figés dans un passé révolu, le Royaume a fait le choix irréversible de la paix, du développement partagé et de l'intégration régionale. Ce choix s'est traduit par des actions concrètes, visibles et durables. Depuis 1975, et indépendamment de l'évolution du processus politique, le Maroc s'est investi dans la réalisation du droit légitime au développement des populations de ces provinces sahariennes. Grâce à la vision éclairée de Sa Majesté le Roi, Mohamed VI, que Dieu l'assiste, qui s'est traduite par le lancement en 2015 du nouveau modèle de développement pour les provinces du Sud, avec une enveloppe de plus de 10 milliards de dollars, et qui enregistre aujourd'hui un taux de réalisation supérieur à 80%. Le Sahara marocain est désormais une vitrine de progrès. Le PIB par habitant y figure parmi les plus élevés du royaume. Des infrastructures stratégiques y voient le jour. Le port atlantique de Dakhla, plateforme stratégique du commerce et de l'intégration régionale. La voie express Tiznit-Dakhla, qui renforce la mobilité et l'unité nationale. Les centrales solaires et éoliennes, qui font du Sahara un modèle et un pilier de la transition énergétique, ainsi que les universités, les hôpitaux, les technopoles et les écoles d'excellence. Au Sahara, la population locale jouit d'un taux de participation politique élevé, y compris dans la gestion des affaires locales à travers des organes législatifs, exécutifs et judiciaires. Il a par ailleurs contribué à l'élaboration de l'initiative marocaine d'autonomie et pris pleinement part aux tables rondes du processus politique. À ceux qui prétendent défendre le droit à l'autodétermination, nous leur répondons par l'autonomie. Il est essentiel de rappeler, pour relever toute ambiguïté, que le droit à l'autodétermination, tel que reconnu par les Nations Unies, ne peut ni ne doit être interprété comme un droit à la sécession, ni comme un outil de remise en cause de l'intégrité territoriale des États souverains, comme le souligne la fameuse résolution 1514 de l'Assemblée générale. En outre, l'autonomie est pleinement reconnue dans la pratique onusienne, ainsi que dans les processus de règlement pacifique des différends, comme une modalité légitime d'exercice du droit à l'autodétermination, notamment lorsque les populations concernées peuvent gérer démocratiquement leurs affaires dans le cadre de la souveraineté de l'État. C'est exactement ce que propose l'initiative marocaine d'autonomie. Cette initiative garantit aux populations locales une gestion démocratique élargie de leurs affaires dans le cadre de la souveraineté marocaine, une autonomie avec un parlement élu, un exécutif représentatif et une justice indépendante, un modèle conforme au droit international et aux standards internationaux des droits humains. À ceux qui veulent figer ce conflit régional pour des calculs géopolitiques, nous leur opposons le consensus international croissant autour de sa proposition d'autonomie. De plus en plus de pays de toutes les régions du monde reconnaissent la justesse, la légitimité et la pertinence de cette initiative. Comme l'a affirmé Sa Majesté le Roi,
Mohamed VI, que Dieu l'assiste, dans son discours du 29 juillet dernier, je cite, « Nous sommes fiers du soutien international croissant à la proposition de l'autonomie, considérée comme la seule et unique solution au conflit autour du Sahara marocain. » Fin de citation. Ce soutien n'est ni accidentel ni conjoncturel. Il reflète une reconnaissance lucide et souveraine de la communauté internationale envers une proposition qui répond aux impératifs de paix, de réalisme et de compromis tels que constamment rappelés et demandés par les résolutions du Conseil de sécurité. L'initiative marocaine d'autonomie est accueillie favorablement par la communauté internationale, non pas par pression, mais par conviction qu'elle constitue la seule base sérieuse et crédible pour parvenir à une solution politique réaliste et pragmatique et durable dans le plein respect de la souveraineté marocaine. Loin d'être une solution unilatérale, comme d'aucuns veulent prétendre fallacieusement, l'initiative d'autonomie s'inscrit dans le cadre du processus politique onusien et demeure ouverte à la négociation et à l'enrichissement par toutes les parties concernées, telles qu'identifiées par le Conseil de sécurité dans ses résolutions successives, à savoir le Maroc, l'Algérie, la Mauritanie et le Polisario. Encore faudrait-il que ces parties qui se gossent de soutenir le processus politique recherchent sincèrement la paix et acceptent de prendre part aux négociations. À ceux qui, par fantasme, sur une soi-disant instabilité au Sahara marocain, nous leur répondons que le Sahara est devenu un havre de paix, un hub d'intégration africaine, de coopération sud-sud et de développement partagé. Les provinces du Sud sont au cœur de 3 initiatives royales majeures. L'initiative royale atlantique pour une croissance solidaire des pays atlantiques de l'Afrique. Le gazoduc Nigeria-Maroc, vecteur d'énergie, de stabilité et de progrès partagés. L'initiative pour le Sahel, projet de désenclavement et de paix pour une région éprouvée. À ceux qui instrumentalisent la souffrance de nos frères et sœurs des camps de Tindouf, nous leur répondons par un appel sincère à mettre fin à leur exil et à permettre la réunion de leurs familles, leur retour à la mère patrie dans la dignité et leur participation active à l'essor du Sahara marocain. Le drame humanitaire de Tindouf ne doit plus servir de prétexte à l'inaction ou à la manipulation de la souffrance incommensurable de ces populations. Il est temps de tourner cette page douloureuse et de répondre à l'appel du secrétaire général des Nations Unies pour, je cite, un effort renouvelé en faveur d'une résolution accélérée. Enfin, Monsieur le Président, à ceux qui excellent dans le double discours et persistent à faire perdurer ce conflit depuis un demi-siècle, nous leur rappelons l'engagement irréversible du Maroc envers l'ONU, sa sincérité politique vis-à-vis des partis et la main régulièrement tendue au peuple algérien frère par Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste. La posture du royaume est constante, fondée sur la bonne foi, le respect des engagements et la volonté de trouver une solution définitive à ce différend qui n'a que trop longtemps duré. Une solution politique réaliste, durable et basée sur le compromis sous l'égide des Nations Unies. Comme l'a plaidé Sa Majesté le roi, que Dieu l'assiste, dans son discours du 30 juillet dernier, je cite, « Une solution consensuelle qui sauve la face à toutes les parties où il n'y aura ni vainqueur ni vaincu. » Fin de citation. Se trouve surprise par le droit de réponse de la délégation sœur de l'Algérie. La délégation de l'Algérie se retrouve la seule dans cette salle à répondre au discours du Maroc. Et chaque fois, avant d'entrer dans la salle, je formule le vœu que nos frères algériens vont respecter notre position, respecter notre discours, respecter le droit à la liberté d'expression, notre position, et s'abstenir, ne serait-ce qu'une fois dans l'histoire de la 4e commission, bien de l'Assemblée générale. Malheureusement, c'est toujours le cas. Pourquoi ? Parce que tout simplement, si ce conflit perdure depuis 50 ans, comme l'a dit mon frère, le représentant de l'Algérie, c'est parce qu'il y a un pays qui a dépensé jusqu'à maintenant, de l'aveu même de son Excellence le Président algérien, 50 milliards de dollars pour financer un groupe armé qui a des liens
avec la nébuleuse terroriste. Le conflit perdure, non pas parce que l'ONU a échoué, mais parce que tout simplement l'Algérie persiste à refuser à s'asseoir à la table de négociation. Le conflit perdure parce que tout simplement l'Algérie veut une solution selon sa vision à elle, qui, pour elle, le principe de l'autodétermination, c'est le principe qui va amener à la sécession, à l'indépendance d'un État fantoche au sud du Maroc. Le représentant de l'Algérie a parlé de la Cour internationale de justice. Il oublie de mentionner que c'est le Maroc qui a demandé. Première réalité, à partir du moment où il parle de réalité. Deuxième réalité, la Cour internationale a donné raison au Maroc en disant que le Sahara n'était pas terras nullius, ce que l'Espagne et même l'Algérie soutenaient. Et troisièmement, la Cour a reconnu le principe de l'allégeance, les liens d'allégeance. C'est les liens d'allégeance qui ont toujours lié le Sahara avec les différentes monarchies du royaume depuis 12 siècles. C'est ce principe de l'allégeance à la monarchie qui a fait la force des monarchies du royaume et surtout qui a fait que le Maroc a occupé la scène diplomatique avant la naissance de l'Algérie, des siècles, des années-lumière avant la naissance de l'Algérie en 62, pour avoir des ambassades dans les cours européennes au XVIIe. Où était l'Algérie? Qui a été le pays qui a reconnu, le premier pays à reconnaître les États-Unis d'Amérique. Pourquoi? C'est grâce à l'allégeance qui a fait que le Maroc a eu avec les différentes tribus du Sahara. C'est l'allégeance qui a toujours fait la force du royaume. Et c'est l'allégeance qui fait toujours maintenant la force de ce royaume aujourd'hui. Et le fera demain pour un peuple uni autour de son roi, de sa monarchie, dans la défense de la marocanité du Sahara. Le représentant de l'Algérie, mon frère, a rappelé la déclaration de Feu Roi Hassan II. C'est vrai, mais qui a déraillé? Sa Majesté a reconnu devant l'Assemblée générale qu'il respectera les résultats du référendum. Mais qui a déraillé le plan de règlement? Ce n'est pas le Maroc, c'est l'Algérie qui a refusé qu'il y ait une identification conformément aux Nations Unies, aux règles, et qui n'a pas permis d'identifier ceux qui peuvent, qui auront le droit de voter ou non. Mais mon frère, à partir du moment où il se réfère pour une fois à l'histoire de nos deux pays, je voudrais rappeler que son Excellence le président Boumedienne, lui, avait reconnu la marocanité du Sahara devant les chefs d'État en 1974, lors du sommet de Rabat. Ça, c'est un fait et c'est enregistré, tout le monde s'en rappelle, s'en rappellera toujours. Je m'arrêterai ici, Monsieur le Président. Il y a tellement de choses à faire, mais je m'arrêterai ici par respect au temps qui est imparti.